Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse, ce magazine qui reçoit pour vous le confrère journaliste pour analyser et décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. J'ai le plaisir de recevoir pour vous ce soir Marcelin Tchiswaka de Congo Web Télévision. Marcelin, bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Bonsoir de Jésus, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision et à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Bon, tes analyses sont toujours... C'est moi qui suis très réjoui d'être toujours associé à cette émission. Dans le débat, très bien. Et puis juste à ma gauche, Louis-France Kouzikessa. Je crois que j'ai bien prononcé les Absolument, absolument. Bienvenue dans ce magazine. Merci les tout-puissants. Finalement, tu deviens un habitué de ce magazine. Absolument, c'est parce que quand vous les décidez, vous êtes un homme de parole, vous n'êtes pas comme Kabila. Merci beaucoup Doujézi, les tout-puissants. Voilà, je rappelle que vous êtes de CCTV, mais aussi responsable d'une agence en communication. Absolument, je suis non seulement le responsable, l'un des responsables de la rédaction Canal Congo Télévision, chaîne appartenant au sénateur Jean-Pierre Bemba. Je suis le responsable, donc directeur général de l'Agence globale des consultations pour la communication, AGECOM. Très bien, c'est un plaisir de t'avoir. Vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Pierre Bemba, sans entrer déjà dans le premier sujet. C'est aujourd'hui, le 4 juillet, en principe, qu'il devrait être connu son sort au niveau de la Cour pénale internationale dans l'affaire subornation de témoins. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a-t-il la chance d'être totalement acquitté et revenir à Kinshasa? Très bien, Doujézi. Souvenez-vous que c'est une question technique. J'étais en train de le dire sur Nespress en passant, qu'il y a certains de nos confrères qui abordent cette question avec une certaine légèreté. Une question qui demande certaines investigations approfondies et surtout c'est une question technique. Non. Demain ou aujourd'hui, Jean-Pierre ne sera pas, ou il n'y aura pas un verdict à rendre. Les juges ne vont pas se prononcer aujourd'hui. Ils ne vont pas se prononcer. Il est question de l'examen, de la saisine par les avocats de Jean-Pierre Bemba pour la réduction de peine. Affaire relative à la subordination de témoins. La deuxième affaire... la subordination des témoins. Merci beaucoup. Subordination des témoins. C'est-à-dire Jean-Pierre Bemba étant acquitté pour le premier dossier et le second dossier, ses avocats ayant introduit une requête exigeant la réduction de peine fixée à 12 mois, c'est-à-dire une année, et qu'on a trouvé que c'était trop, alors que la première affaire était liée à la deuxième affaire et qu'il y avait concomitance de deux affaires dans une même instance judiciaire importante, je cite la CPI. Par conséquent, la première affaire étant jugée de plusieurs irrégularités procédurales, ceci avait de conséquences négatives au deuxième dossier et que les avocats étant avisés ont exigé à ce qu'on, même si on n'a quitté pas, qu'on réduise d'abord la peine au regard du verdict qui a été rendu et que nous sommes en train d'attendre. Ça ne sera pas le verdict, mais ça sera l'acceptation, le traitement, c'est-à-dire l'examen approfondi de la requête ou de la saisine que les avocats ont formulé. Ceci revient à dire que Jean-Pierre Bemba, on attend de ce procès une libération pure et simple, simplement. Oui, souvenez-vous, tour à tour, vous savez, le monde est géré par les courants politiques internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la sortie de Jean-Pierre Bemba, il y avait des différents discours, des différentes déclarations médiatiques formulées pour dire que le dossier de Jean-Pierre Bemba était un dossier vidé de toute substance. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba était arrêté par défaut, était condamné par défaut ou a été maintenu à la CPI par défaut. Pourquoi? Parce que lui qui avait envoyé ses militaires en Centrafrique, qui n'avait pas la commande, les contrôles de ces militaires, et que le militaire était en train de poser les actes non au nom de Jean-Pierre Bemba, mais en leur nom propre parce qu'il n'y avait pas un lien. Alors ça c'est connu, il a été déjà acquitté dans cette affaire. Alors moi je reviens sur la subornation des témoins. Quelles sont les peines consécutives à la subornation des témoins? Oui, la subornation des témoins, la peine était prévue pour 12 mois. Mais les avocats ont estimé que les 12 mois étaient trop. Au regard de l'article 28 du code... Et quand on sait qu'il a déjà fait plus de 9 ans à la Cour pénale internationale. Oui, le 9 ans était pour le premier dossier. Alors qu'il a le dossier lié au crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide. Alors, le deuxième dossier était un dossier, je dirais, de la corruption de l'administration de la CPI. Alors, on ne pouvait pas les condamner pour une année,
Alors, les avocats ont estimé qu'on réduise la peine. Alors, la procédure étant verdict, la procédure étant rationnelle, il avait fallu que les juges siègent pour examiner cette requête, cette saisine, et que ensemble, et les avocats, et les instances habilitées à traiter ou à juger cette affaire de subordination, essayent d'accepter. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'acceptation de la requête. Et nous allons l'attendre aujourd'hui. Après l'acceptation, les juges vont maintenant fixer la date du verdict sur la réduction de peine. Donc, la prochaine audience est relative à l'audience d'aujourd'hui qui va soit accepter, soit refuser la saisine ou la requête des avocats de Jean-Pierre Bemba. Alors, à l'issue de l'audience d'aujourd'hui, est-ce que Jean-Pierre Bemba pourrait déjà avoir ce droit de revenir à Kinshasa? Absolument. Souvenez-vous, j'étais en train de lire la loi électorale. Il n'est prévu nullement une seule disposition qui interdit... Il peut se déplacer pour Kinshasa. Il doit se déplacer à partir du moment où il a été déclaré libre, mais conditionnellement, c'est-à-dire la liberté provisoire. Dès ce jour que le verdict a été rendu par la chambre de première instance et que Jean-Pierre Bemba devrait déjà quitter la CPI, c'est-à-dire le Pays-Bas pour la Belgique, c'était déjà un mouvement. Mais la Belgique n'était pas un État spécial que la RDC. Mais au regard des enjeux politiques, parce qu'il y a aussi une dose politique dans cette procédure judiciaire de Jean-Pierre Bemba, on a choisi que la Belgique soit le pays de réception, le pays réceptif de Jean-Pierre Bemba. Comme on pouvait prendre la RDC. C'est comme on pouvait prendre la RDC. Mais déjà, je vous note qu'il y a un congrès du MLC qui est prévu. Jean-Pierre Bemba prendra part. Jean-Pierre Bemba n'y est pas comme prisonnier en Belgique. Il s'y repose. Et il est en train de préparer déjà, je vous rassure, que de ce jour qu'il est arrivé en Belgique, il est en train, après avoir reçu le cadre et membre militant et sympathisant du mouvement de libération du Congo, sa famille politique, il est entré dans le bain de travail, il a travaillé et moi, par correspondance, j'ai reçu un dossier que Jean-Pierre Bemba a travaillé allant dans le sens de ses ambitions politiques. Donc, Jean-Pierre Bemba pouvait revenir demain, après-demain, mais il était question de différentes formalités administratives relevant de la Cour pénale internationale et que quelqu'un qui est libéré provisoirement ne peut pas accepter de prendre un État qu'il juge. Il était question de la coopération entre la CPI et l'État qui les reçoit. Les avocats de Jean-Pierre Bemba s'étant mis d'accord. Je pense que Jean-Pierre Bemba pouvait choisir un jour qu'il reviendra dans son pays. Alors, le France a parlé des ambitions politiques. Déjà, nous sommes dans le bain du premier thème. Quelles sont les chances de Jean-Pierre Bemba, s'agissant de l'arène politique actuelle, peut-il revenir jouer un rôle capital dans les processus électoraux actuels où ses chances se sont aménuisées par le fait qu'il a été condamné pour l'affaire de subornation de témoins? Voilà, je voudrais donc, je soutiens en partie ce que lui France dit par rapport à l'aspect procédural, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas le verdict, ça c'est vrai, mais vu l'évolution de l'examen ou le traitement du deuxième ou de la première affaire qui a abouti par l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, je suis convaincu que cela pourrait aller un peu rapidement et Jean-Pierre pourrait retrouver son pays, donc la République démocratique du Congo. Maintenant, par rapport à votre question sur son engagement politique, ce qui pourrait avoir comme conséquence, je crois qu'il faudrait analyser froidement le contexte de 2006, ne pas le même actuellement, et surtout aussi les enjeux ne sont presque pas le même. La situation a tellement évolué et sur terrain, vous vous souviendrez que beaucoup de lieutenants de Jean-Pierre Bemba, parce qu'il faut le reconnaître, Jean-Pierre Bemba a fabriqué certains politiques, beaucoup d'ailleurs. Beaucoup qui sont aujourd'hui dans la majorité présidentielle. Des transfiges, d'autres sont dans la majorité, d'autres également dans d'autres formations politiques. D'autres formations politiques de l'opposition. Il doit donc reconstituer une dynamique pour pouvoir emballer ses ambitions et pouvoir, disons, recadrer son action politique. Mais il faut également ici compter, vous savez qu'en 2000,
En 2006, Jean-Pierre avait, en ce temps-là, le contrôle de la gestion de certaines provinces, notamment à l'ouest. Je vais parler ici dans la grande province de l'Équateur, et même la ville de Kinshasa. Il fallait que Jean-Pierre dise les mots. Vous sentez le bras de fer entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, Joseph Kabila semble avoir le contrôle du terrain. La situation, le contexte ne permet pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Joseph Kabila étant essoufflé et que l'opposition est en quête de... Donc Jean-Pierre Bemba incarnerait ce nouveau leadership de l'opposition. Je ne sais pas si il y a beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup de candidatures. Il faut que les états généraux de l'opposition puissent juger et voir qui pourrait incarner. Vous avez par exemple Félix Tshisekedi qui a une base solide et réelle. Vous avez vu comment il s'est affirmé lors de son dernier meeting. Il y a de l'autre côté Moïse Katumbi qui a également non seulement les moyens, mais il est entouré de certains ténors qui d'ailleurs ont soutenu soit Joseph Kabila, soit Jean-Pierre Bemba. En 2006, ceci pourrait jouer également en faveur de Moïse Katumbi, mais il ne faut pas aussi ignorer la présence de Jean-Pierre Bemba quand il vient rinquinquer par cet acquittement au niveau de la Cour pénale. Il s'est fait un peu victimiser, hein? Oui, il ne peut pas victimiser. Aujourd'hui, la libération de Jean-Pierre ou l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, je crois que ça vient consoler les Congolais. Quand vous interrogez les Congolais, la majorité des Congolais n'ont jamais cru que Jean-Pierre Bemba aurait commis des crimes au niveau de la... Mais alors, dans l'affaire Surbordination des témoins, est-ce que Jean-Pierre Bemba, au regard de lois qui existent en RDC, peut-il un jour, quand il reviendra justement en République démocratique du Congo, briguer pour poser sa candidature aux élections présidentielles? N'y a-t-il pas des contraintes au regard de la loi? Quelqu'un qui a été condamné pour subornation des témoins. Je ne pense pas que cela pourrait préjudicer Jean-Pierre Bemba sur le plan interne ici, en République démocratique du Congo. Je ne pense pas. J'ai même vraiment des doutes, à moins qu'il y ait une main noire derrière, si Jean-Pierre Bemba pourrait déranger certaines sensibilités, comme on en a de coutume en République démocratique du Congo, quand vous gênez, et là on utilise la justice. Mais ce qui est important, et je ne vois pas le gouvernement de la République ou les institutions judiciaires de la RDC aller dans ce sens-là, étant donné que l'arrivée même de Jean-Pierre Bemba ou le retour de Jean-Pierre Bemba, c'est un sujet de joie pour beaucoup de Congolais, et que cela pourrait peser également. Imaginez quelqu'un de la trempe de Jean-Pierre Bemba qui revient au pays avec tous les soutiens de tous ses compatriotes. Le lendemain, vous lui interdisez, vous l'empêchez. Je crois que ces élections seront... Alors, Monseigneur Chisoka, que dites-vous lorsque une certaine opinion pense que la dernière carte de la majorité, donc de Joseph Kabila, serait Jean-Pierre Bemba? D'ailleurs, Kinshasa faciliterait l'arrivée de Jean-Pierre Bemba ici, de la Belgique vers Kinshasa, lorsqu'on sait que c'est Kitundu venait d'ailleurs de le dire ouvertement que le gouvernement n'hésiterait en aucun cas d'octroyer un passeport diplomatique à Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Jean-Pierre Bemba ne serait-il pas la dernière carte du pouvoir actuel? Je pense pas que c'est normal. Jean-Pierre Bemba est un Congolais comme tous les Congolais, et qu'il a droit à avoir tous ses papiers. Là, c'est normal, nous sommes dans la logique. Il faudrait que la République apporte assistance, parce que Jean-Pierre Bemba a été arrêté, non pas pour une affaire commise en République démocratique du Congo, une affaire qui n'a d'ailleurs pas engagé la République démocratique du Congo. Ce n'est que normal que son pays puisse apporter assistance. Donc, à ce sujet-là, je ne vois pas. Plutôt, quand vous parlez de la carte, je pense bien que la carte de la majorité ne serait pas du côté de Jean-Pierre ou de la présence de Jean-Pierre Bemba. On ne peut pas imaginer un jour voir le MLC signer la charte du FCC avec Jean-Pierre Bemba. Connaissant l'homme, je doute que Jean-Pierre Bemba puisse céder comme le Tchibala l'ont fait et les autres à l'hameçon de... Merci beaucoup. On va d'ailleurs revenir sur ce sujet rapidement, madame, monsieur. Pour vous, je vais lire le journal paru ce mercredi dans la ville-province de Kinshasa. Le vrai modérateur qui revient sur ce titre par la voix de son porte-parole
après la signature de la charte du FCC, la majorité présidentielle existe toujours en tant que structure politique. Tripartite sein de sa gouvernement, CENI, ce jeudi. Ça, c'est le titre de l'Objectif, Forum des As, qui consacre sa manchette sur ce titre. L'opposition républicaine de Kengo Adondo au FCC, s'est exclamé le tabloïd. Enfin, la prospérité titre, Bemba, la liberté totale exigée. Mais avant tout, mesdames, messieurs, nous allons prendre ce thème. 30 juin 2018, 58 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Louis-France Kouzikela, rapidement, vous avez suivi les discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a pratiquement mis sous le thème, il dit, il s'est réjoui que nous fêtons le 58e indépendance de la RDC sur fond du processus électoral. Bien, je voudrais ajouter un élément important sur ce que disait mon cher ami Marcelin. C'est que Jean-Pierre Bemba, s'il bénéficie d'un passeport diplomatique, non parce qu'il est congolais, contrairement à ce qu'a dit le confrère, mais parce qu'il est d'abord sénateur. Très bien. D'ailleurs, Kengo Adondo a écrit à Shoki Tundu. Absolument. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que Jean-Pierre Bemba a été arrêté à la Cour pénale internationale, il n'y a jamais eu invalidation de son mandat au Sénat. Jusqu'aujourd'hui, il était sénateur et il jouit de toutes les prérogatives du sénateur et que, par conséquent, un sénateur usant d'un passeport diplomatique, Jean-Pierre Bemba ayant un passeport diplomatique non renouvelé, on avait les devoirs comme le droit. Rien à voir avec les élus de Kinshasa, les gars. Et Kinshasa, si Kinshasa a à formuler des cartes, ce sont des questions politiques, mais il faut noter que nous sommes en face d'un problème de droit. Très bien. Et un problème de droit n'a pas d'abord de connotation politique. Si vous avez besoin d'imposer une dose politique dans une question de droit, ayez la technicité. Voilà pourquoi la majorité présidentielle ne peut pas en refuser au regard et des lois internes et des autres, du statut de Rome, qui n'avaient pas une alliance, une influence sur les lois de la République démocratique du Congo en termes de l'affaire ou des affaires de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba avait le droit de recevoir calmement son passeport diplomatique, ça n'avait aucune conséquence. Je reviens sur les 58 ans d'indépendance. D'où Jésus Beledou, les politiques ayant échoué, nous avons le devoir comme journalistes d'éclairer l'opinion, de dire des choses que les gens doivent retenir. Nous n'avons pas besoin de passer sur les différents plateaux comme les font certains de nos confrères déguisés, de commencer à spéculer. Et quand il faut juger un bilan d'une situation, il faut d'abord décrire l'état sectoriel de la chose. Ici, il faudra prendre des secteurs les plus importants. Il faut prendre les secteurs politiques, le secteur économique et le secteur judiciaire. Et dans le judiciaire, je prends l'aspect juridique. Très bien, mais sur le plan politique, il y a quand même des avancées. Joseph Kabila l'a dit, nous sommes en plein processus électoral. Et nous sommes en plein processus électoral pour la 40e législature. Mais il devrait aussi le dire, non? Très bien. Non, il ne faut pas attendre que Joseph Kabila dise. Il n'est pas, c'est pas un Dieu le Père. Nous devons le juger par les actes. Qu'est-ce que vous avez voulu que Kabila dise qu'il n'a pas dit? D'où Jésus Beledou, il n'a pas été prévu les élections en 2018. Très bien. Que ce soit Koko Nyangi, que ce soit tous les autres, la majorité présidentielle qui spéculent, moi je voudrais bien les avoir sur les plateaux pour qu'ils me disent, nous sommes à la 40e législature. Parce que la Constitution, la loi des lois, la base juridique qui régit un État prévoit qu'à chaque 5 ans, il y aurait eu la tenue des élections. Et après 2011, nous sommes en 2018, après 2016, pardon, nous sommes en 2018. Donc il faut compter combien d'années? 2 ans de plus. Et c'est le 40e mandat. Donc celui qui vient, qui sera élu en 2018. Il sera élu pour combien? 5 ans pour aller au lieu de 2021, c'est pour 2000 combien? On a torpillé. C'est la perversion, c'est torpiller ce qu'on appelle quelque chose qui va dans le sens de... Qu'est-ce que vous aurez voulu entendre de ce discours du chef de l'État? J'étais en train de juger le bilan. Je ne voudrais pas entrer dans son discours de 4 minutes. On ne peut pas résumer le 58 ans à 4 minutes. Et surtout qu'on n'était pas convaincant, on n'était pas persuasif. Vous auriez voulu entendre quoi? Non, mais j'aurais voulu entendre ce que la grande partie de la population attendait. C'est quoi? C'est que le processus électoral étant, mais Joseph Kabila devait nous présenter son dauphin. Non seulement son dauphin. Est-ce que c'était le moment approprié? Il existe une plateforme. Et le moment, c'est lequel? Allez-y.
Les moments, c'est lesquels? Il n'existe pas un moment. Il est question d'opportunité. Donc, pour cette année, Joseph Kabila ne parlera plus. Donc, il était opportun. Il va parler, ça sera bientôt le congrès. Il a annoncé le congrès au mois de juillet. Pour dire quoi? C'est le congrès de son parti, je pense. Non. Le congrès, non, il n'y a que le discours sur l'état de la nation qui a un soubassement légal, qui est repris dans la Constitution. Très bien. Et les autres discours, il faut les prendre comme des discours politiques de Joseph Kabila dans ses emails avec la majorité présidentielle. Alors, vous ne pouvez pas en faire un débat. Quels sont, avant d'accorder la parole à... Quels sont les acquis, selon vous? Quels sont les D'abord, acquis? je présente les échecs. Allez-y. D'abord, je présente les échecs. Ouais, moi, j'aurais voulu que tu commences par les acquis. Hein, les acquis, je ne les vois pas. 58 ans après. Je ne les vois pas. Nous sommes considérés les deux derniers pays le plus assujettis, le plus amoindris, le plus chosifiés du monde. Avec 84 millions selon les derniers résultats du Fonds monétaire international, 84 millions de Congolais avec 4 milliards, 5 milliards de dollars, pas 5 milliards, on n'a pas atteint 5 milliards, 4 milliards, même le parlementaire qui en disent par défaut. C'est 4, quelque chose de milliards. Alors que quand tu vas, il n'y a pas un État au monde. Quand tu prends un petit Angola ici, qui a, je pense, 16 millions, quelque chose comme ça, de population, mais tu sens un budget qui dépasse, j'aurais amené le chiffre et j'ai oublié. Mais il y a quand même des avancées sur le plan de la démocratie. Non. 2 cycles électoraux. 2 cycles électoraux, ça ne suffit pas. Le procès électoral, on ne le juge pas par les cycles, on le juge par la régularité. D'où Jésus Bélédou. C'est pas parce qu'on a organisé en 2006 à 2011 parce que Joseph Kabila était candidat. Nous avons tenu 2 fois les élections. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il était candidat. Mais pourquoi on ne les a pas tenus en 2006? Parce qu'il était fin mandat. Il ne pouvait pas se représenter. Voici le chèque résumé à la volonté politique d'individus, d'où Jésus Bélédou, que ce n'est pas seulement la question politique, il y a la question diplomatique et la RDC n'a plus un ami phare dans le monde. Nous sommes le plus bas peuple du monde. Par conséquent, voilà, nous avions exigé à Joseph Kabila, même si en 2018, que les élections soient tenues, qu'on trouve un président qui peut ramener au jalon, et que la majorité présidentielle étant franchi le ligne rouge, les Rubicon, nous ne pouvons plus vivre cette opprobre, cette humiliation. Merci beaucoup. Alors, Marcel Tchiswaka, 58 ans, vous avez suivi les discours du chef de l'État. D'ailleurs, il n'est pas le seul à se réjouir du processus électoral en cours. Il y a aussi la Synchro, l'abbé Donatien Cholet, qui a reconnu dans son discours le 30 juin, il dit, il se réjouit du fait que la RDC est en plein processus électoral, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire. Justement, 58 ans d'indépendance pour la République démocratique du Congo. Je pensais qu'il fallait analyser un peu froidement les discours du chef de l'État, comme vous aurez bien voulu qu'on parle par exemple sur l'aspect démocratie. Quand le chef de l'État nous dit il est très content que nous sommes aujourd'hui au 3e cycle électoral, c'est vrai, nous sommes en train d'explorer notre 3e expérience avec Joseph Kabila. C'est quand même un acquis. Ce qu'il ne dit pas, c'est de quelle manière ce cycle est en train de se dérouler. Parce qu'il y a non seulement le fait d'organiser les élections, mais il faut également voir le contenu. Le contenu, qu'est-ce que cela a produit? Vous savez que le cycle électoral de 2006 a amené à des combats, des affrontements au niveau de Kinshasa. Le cycle électoral de 2011 également. Et aujourd'hui, le 3e cycle que Joseph Kabila est en train de s'éventer, je ne le vois pas s'écarter de cette logique-là. Par conséquent, notre expérience démocratique ne semble pas tenir. Ça serait une fête si les Congolais arrivaient à élire leur président de la République. Et on les célèbre, mais si on doit élire le président alors que la majorité des Congolais ne se retrouvent pas dans son élection, je crois que ce serait alors une expérience très bien. Alors, malheureuse. Moi j'aimerais que nous parlions aussi un peu de Zaki. C'est vrai que l'UFRANS a brossé un tableau sombre 58 ans après sur le plan économique, sur le plan politique, mais sur le plan social. Mais j'aimerais quand même qu'on soit objectif sur ce plateau. Est-ce que n'y a-t-il pas des acquis de la démocratie qui sont préservés jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas si vous appelez ça les acquis quand je suis en train de voir le mouvement, le membre des mouvements citoyens qui sont aujourd'hui battus, d'autres sont poussés même dans la clandestinité pour avoir réclamé les élections, la démocratie. Donc l'exercice de la liberté d'expression, l'exercice de la démocratie
on vous fait votre sort réservé, c'est quoi? C'est la prison, ou vivre dans la clandestinité pour les autres. Il y a des opposants en prison, Donc je crois que sur le plan, il n'y a pas des acquis, nous avons plutôt reculé aujourd'hui, économiquement parlant. Mais le pays n'avance pas. Nous sommes dans un pays où le Premier ministre passe devant le parlementaire, il annonce des décisions qui ne suivront, dont les actes ne suivront pas. Donc aujourd'hui, je prends sur le plan éducationnel, Steve Mbikai, ministre de l'ESU, vient de démentir Joseph Kabila avec le bilan. Quand Steve est en train de brosser ce que j'appelle son analyse, sur notre système éducatif, je ne sais pas si Joseph Kabila vit ailleurs ou il est en République démocratique du Congo. Il n'a qu'à demander à Steve Mbikai au gouvernement. Il dira que là, c'est un échec patent à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas aujourd'hui des avancées. Nous sommes plutôt en train de reculer. La démocratie voudrait, c'est le pouvoir, bien sûr, c'est l'exercice de pouvoir pas par la majorité. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons parler du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo? J'ai encore dans ma tête de quelle manière Rossi Mukendi a été abattu. Vous voyez comment Luc Nkurula, ce jeune gars qui est un modèle pour la ville, pour les jeunes de la ville de Goma, dont je fais partie, c'est là, il faut dire, ma province d'ailleurs. Allez-y. Luc Nkurula est un modèle. Ah, vous voyez comment il a été, il a perdu la vue. Et tout le monde dans la ville de Goma se dit, c'est parce que c'est un militant pro-démocratie. Alors en même temps, je posais cette question à l'UFRANS. Je vous repose la même question. Qu'est-ce que vous aurez voulu entendre de Joseph Kabila dans ce discours? Alors, puisque nous sommes dans une phase très critique, cruciale, très importante du processus électoral, je crois que Joseph Kabila devait se mettre au-dessus de tous les Congolais. Pour se dire, je suis le président de la République et rassuré. Un chef de l'État, c'est celui qui rassure la cohésion nationale. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui que tout le monde croit que le problème de la RDC, c'est M. Joseph Kabila. Alors, dès lors que Joseph Kabila est pris pour problème, il devait contribuer dans ce qui soit solution. Alors, la première des solutions, c'est que Joseph Kabila rassure quant à sa prétendue représentation ou pas. Mais quand tu nous dis pour toi, à chaque fois, je vais respecter la Constitution, je vais respecter la Constitution, je crois à 6 mois des élections. À 6 mois des élections, et alors qu'on est en train de les présenter toujours comme autorité morale d'une nouvelle plateforme FCC. Voilà, justement, nous allons prendre ce virage. Nouvelle plateforme électorale de la majorité présidentielle, le Front commun pour le Congo, Madame, Monsieur, Bruno Tshibala, premier ministre de la République démocratique du Congo, une partie du Palou, Batilou Kwebo, les centres de Germain Kambinga et d'autres formations politiques ont signé et continuent à signer jusqu'à aujourd'hui cette charte de la majorité présidentielle dont l'autorité morale n'est autre que Joseph Kabila. Alors cette question, je commence par vous et puis je vais donner la parole à l'UFRANS. Il s'agira justement pour les signataires de soutenir un candidat commun, un candidat de la majorité présidentielle. Justement, je dirais d'ailleurs que c'est une nouvelle famille politique que Joseph Kabila vient... Peut-on dire que la majorité présidentielle s'élargit? Évidemment, c'est ça d'ailleurs le terme. Tous ces ministres opposants, prétendus opposants, qui ont signé la charte, aujourd'hui... Et à Bruno Tshibala, le Premier ministre qui a signé. Voyez, les hommes fait partie de la majorité. Essayez de voir la controverse. Bruno Tshibala n'a jamais engagé le rassemblement. Nous savons que le rassemblement Kassavou est engagé. Il est du rassemblement, voilà. Mais le rassemblement a un chef. C'est Joseph Olengankoy. Rassemblement Kassavou. Mais qu'est-ce qui a poussé à Bruno Tshibala de signer comme représentant le rassemblement? Nous savons qu'entre Bruno Tshibala et Olengankoy, il n'y a pas... il y a du jetement non plus. Voilà. Donc, nous pouvons considérer que Bruno Tshibala est allé représenter Olengankoy. Vous trouvez ça? Donc, je pense qu'aujourd'hui, Bruno Tshibala, Steve Mbikai, Bitakwira et les autres
José Makila, Jean-Lucien Boussa, y compris Magui Kiala, qui est également contesté par la société civile, parce qu'elle a signé comme membre de la société civile. Donc Magui Kiala, la majorité présidentielle. C'est ce qu'il faut dire. Je crois que ces personnalités doivent avoir le courage de dire qu'ils sont aujourd'hui dans la majorité présidentielle, dans la famille politique du chef de l'État. Maintenant, ils ont signé, par leur signature, ils justifient leur présence au gouvernement. Très bien. Ils justifient leur présence au gouvernement. Vous ne pouvez pas être au gouvernement de Joseph Kabila et en même temps vous luttez contre Joseph Kabila. Ça n'a pas de sens. Alors cette question, je vous pose cette question. Ils disent être signé cette charte et soutenir un candidat de la majorité présidentielle. Et s'il s'avérait, parce que jusque-là, le candidat de la majorité présidentielle n'est pas connu, et s'il s'avérait que Joseph Kabila serait présenté, donc ceci revient à dire que Bruno Tshibala, lorsqu'il ira battre campagne, dira à sa base que Bruno Tshibala, ou sa base, les candidats, c'est Joseph Kabila comme président de la République. Je ne doute pas que le candidat du FCC soit Joseph Kabila. Je ne doute pas. Je suis en train de le voir. Candidat, connaissant quand j'analyse un peu le geste, ses discours, tout ça, je suis en train de voir Kabila se représenter. Alors, Bruno Tshibala et les autres, c'est normal. Bruno, aujourd'hui, les Congolais savent que Bruno avait trahi Étienne Tshisekedi pour Joseph Kabila. Ce n'est pas facile d'être Étienne Tshisekedi. Très bien. Tenir, Bruno a estimé qu'il était le fils biologique ou l'héritier, permettez-moi, l'héritier politique de fait Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, sa signature a démenti. Très bien. Sa signature a démenti. Aujourd'hui, c'est un kabiliste convaincu qui attendait tout simplement l'opportunité. Eh bien, il a eu l'opportunité. Voilà, il est dans l'arène. Mais est-ce qu'en signant cette charte du FCC, est-ce que, en principe, le gouvernement ne devrait pas aussi y tomber? Puisque quand on sait que ce gouvernement existe sur base de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a accepté la cogestion entre la majorité et l'opposition. Nous sommes dans un pays où le bon sens n'existe pas. Logiquement, ça devrait être ainsi. Mais je ne vois pas ce gouvernement-là tomber. Parce que c'est maintenant la majorité qui gère. Je ne vois pas ce gouvernement. Kabila a réussi à amener tout le monde dans la majorité. Je ne vois pas, c'est ça la stratégie avec Joseph Kabila. Rappelez-vous, en 2006, de 2003, après la signature de l'accord global inclusif ou l'accord de Sun City, il y a eu des protagonistes. Et avant le cycle électoral de 2006, Joseph Kabila a dépêché certains ténors qui étaient dans le MLC, dans l'UDPS et consorts, il les a embauchés chez lui. Le cycle électoral de 2011, il a fait la même chose. Kabila, c'est un bon manager politique. Le cycle électoral de 2018, il en fera autant. Très bien. Il en fera autant comme le ministre Palou. Je viens d'apprendre que le ministre Palou... Les Palou n'a pas signé. De quel Palou parlez-vous? Je parle des Palou d'Antoine Gizenga. Très bien. Je parle des Palou d'Antoine Gizenga. Pas les Palou de Mouzito. Je ne sais pas si Mouzito a un autre Palou. Très bien. Merci beaucoup. Je repasse la parole à lui, France. Kabila resserre les taux. Kabila est en train de battre le rappel des troupes. Un bon manager politique. Il réussit à élargir la majorité présidentielle. Aujourd'hui, José Makila fait partie du FCC. Même le Premier ministre Bruno Tshibala, qui a fait 36 ans auprès de Étienne Tshisekedi, fait partie finalement de la majorité présidentielle. Et il y a les Steve Mbika et tous ces gens-là. Joseph Kabila est en train de battre le rappel des troupes alors que l'opposition s'est distraite. Bien, merci Dougési. Sur votre instruction, permettez-moi de faire un tout petit regard rétrospectif au précédent. C'est pour dire que un État démocratique ne peut pas être reproché des actes répréhensibles tels que d'usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive à l'ère en plein 21e siècle. Et cet État est dictatorial. Donc le régime de Joseph Kabila est réduit à un régime de sang. Parce que plusieurs Congolais ont rendu l'âme par la volonté d'un groupe d'individus, d'un groupuscule d'individus érigés en sous-État qu'on appellerait une majorité présidentielle. Je ferme rapidement la parenthèse. Très bien. Et pour revenir à une autre question que j'étais en train de compléter à mon ami Marcelin, c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, pour parler de la CENI n'a jamais annoncé le budget reçu pour la tenue des élections. Ça n'existe pas. Or, l'indice clair et les signaux phares qui pouvaient nous rassurer qu'il y aurait tenu des élections... La CENI a reçu 10% du financement électoral. Mais nous avons un calendrier.
voyez-vous, en plein troisième processus, vous allez vous dire de 10%, et le reste, or, souvenez-vous que les élections de 2016 n'ont pas été reportées parce que Joseph Kabila n'a pas parlé, mais elles ont été reportées simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens à la CENI. Et quand la CENI n'a pas encore déclaré qu'il y a des moyens, c'est encore hypothétique. Alors, très bien. Parlons un peu de cette méga plateforme, le Front commun pour le Congo, Joseph Kabila, qui réussit à faire signer pratiquement tous les opposants membres de ce gouvernement. Et peut-on dire que c'est un scandale ou pas, il s'agira là aussi d'une signature d'un secrétaire général à l'administration publique. Oui, très bien. Ce n'est pas le Front commun, c'est la fausse commune congolaise. Non. C'est une interprétation que chacun de nous... Chacun a son interprétation. Très bien. Il s'agit du Front commun pour le... C'est-à-dire que pour éclairer aux Congolais, fausse commune, les amis, boulot, bakundi, belé. Donc, fongol, timoli, li boulot, zuli, belé, bakundi. C'est ce qu'on appelle fausse commune. Est-ce que ce n'est pas une fausse commune? Je vais vous l'interpréter. Cette histoire, c'est quoi? C'est la révision de la charte de la majorité présidentielle. Parce que la majorité présidentielle comme plateforme n'avait qu'un soubassement juridique. Mais Doudou l'a dit, il ne s'agit pas d'une réforme de la majorité présidentielle. Il s'agit simplement d'une plateforme électorale. Je vais vous le dire que la Tundu est un néo-moubutiste patenté qui hier avait chanté Tombela Mbondo Bololopo n'a cessé, et aujourd'hui qui se sent gêné de se faire appeler moubutiste. Et demain, il se sentira gêné de se faire appeler kabiliste. Et quand moi je suis dans un plateau, parler des Atundu sont de petits messieurs. Allez-y. Pas allusion. Revenons sur le Front commun. Sur la fausse commune congolaise, il faut noter tout de suite que quand vous prenez la majorité présidentielle dans son ensemble, à l'époque, n'avait qu'un sous-bassement juridique, n'avait que comme sous-bassement juridique la charte de la majorité présidentielle. Alors, sur le plan du droit, on ne peut pas faire fonctionner une structure avec deux bases légales. Soit on a un acte constitutif, soit on a une charte. Ce sont les deux actes qui sont reconnus, mais on doit fonctionner avec un, pas deux à la fois. Or, quand vous lisez l'acte constitutif, il y a des dispositions qui contredisent la charte de la majorité présidentielle. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la majorité présidentielle est très rusée à revisiter la charte de la majorité présidentielle tout en appelant d'autres ténors de se joindre à elle, je parle de la charte, pour que tous cogèrent. Et là où je peux vous indiquer un élément important, c'est que tous sont censés soutenir la candidature commune d'un dauphin de Joseph Kabila. C'est qui les dauphins jusque-là? Comment est-ce que... S'il vous plaît, comment comprendre que des acteurs politiques vont signer une charte dont on ignore le dauphin, un dauphin fantôme? Très bien, c'est de l'irresponsabilité politique. Vous savez d'où je dis Beledou? Il y a ce qu'on appelle la conscience tranquille d'un état d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous posez les actes, le premier acteur à vous reprocher, c'est votre conscience. Or, c'est cette irresponsabilité, la énième, que les autres ont fait preuve. D'abord, c'était les débauchages. ils ont été débauchés comme c'est quand même un premier ministre, c'est pas des enfants. Non seulement la politique du débauchage ne paye pas, mais le débauché lui-même ne fait pas long feu. Voilà pourquoi, et allant dans la vision d'être dauphin de Joseph Kabila avait ses propres cartes. Comment tu peux m'inviter chez toi? Tu me demandes de manger une viande que je ne connais pas c'est quelle viande. Et alors, quelles sont les conséquences sur le plan du droit lorsqu'on sait, je crois que la même question j'ai posée à Marcelin Tshiswaka, lorsqu'on sait que ce gouvernement est issu d'un accord, la cogestion entre l'opposition et la majorité, et maintenant que nous avons une plateforme électorale de la majorité présidentielle dont tous les opposants pratiquement y ont adhéré, quelles seraient les conséquences? Très bien, on ne pouvait parler de l'accord que lorsqu'il y avait un respect, une application intégrante. Mais à partir du moment où il y a une application partielle d'un texte juridique ou administratif, ce n'est plus un texte. Pour preuve, vous savez, Tchibala était issu de l'accord. L'accord avait une durée de combien? De 12 mois. Souvenez-vous, d'où Jésus, vous et moi, nous avions traité l'actualité. Donc, la fin, c'était le 31 décembre 2017. Donc, à partir du moment où on est parti du 31 décembre 2017, ni Tchibala, ni Kabila, ni quiconque n'avait la légitimité ni la légalité de parler au nom de l'accord du 31 décembre parce que celui-ci était expiré. Donc, c'était un acte posé et limité en temps et en espace. Oui. Et qu'on arrive à cette période-là, Tchibala ne peut pas dire je suis issu de l'accord. Il devrait vous dire quel accord.
Parce que l'accord est expiré. Très bien. Voilà pourquoi les gens comme de Tchibala, qui n'ont pas de gêne, je vais vous dire, à la tête de la primature de notre pays, Tchibala a commis combien de bavures. Je vais vous les citer. La première bavure qui est une haute trahison, une infraction imprescriptible qui a violé toute une disposition de la constitution de notre pays, qui a prévu que un premier ministre ou un mandataire d'une haute institution, je cite un ministre, ne peut pas assumer des hautes fonctions dans un parti politique, à la limite président d'un parti politique. Mais Tchibala en a accepté d'assumer à l'UDPS et il a promis de prêter serment. Et quand on lui a dit ça, il s'est rétracté. Or, en droit, il y a un principe qu'on appelle le principe de cristallisation des faits en droit pénal. Lorsque on dit l'infraction est poursuivable à partir du moment où elle est commise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas aller devant les juges pour dire excusez-moi. Très bien. Non. Deuxième élément, c'est que Tchibala lui-même a fait battre beaucoup d'individus à la primature. La primature a fait preuve d'un combat, c'est-à-dire d'un dojo. Merci beaucoup, Louis-France. Vous voulez qu'on parle d'un truc comme Merci ça? beaucoup, Louis-France. Alors, rapidement, j'aimerais quand même que vous dites un mot avant d'accorder la parole à Marcelin pour prendre le dernier virage de l'émission. S'agissant du secrétaire général, un secrétaire général qui venait aussi de signer cette charte de la majorité présidentielle, secrétaire général de l'administration publique, est-ce que c'est sur le plan de droit, parce que vous évoquez des dispositions légales. Et je suis sans crainte de le dire que j'ai des notions très importantes de droit. Allez-y. Et il faut dire que nous avons l'état des droits est régi par les textes. C'est-à-dire, on dit que la quintessence et l'opulence des systèmes démocratiques, je termine, est fondée sur le respect des textes qui les régissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes, que ce soit les actes de loi ou les actes ayant force de loi, ne sont posés que dans la conformité des lois de la République. Très bien. Or, nous avons la loi portant la libre administration de la fonction publique en République démocratique du Congo. Il est dit que la fonction publique est apolitique. 1. 2. Je crois que c'est l'article 35-36. Je n'ai pas la précision, mais je crois 35-36. La libre administration, c'est-à-dire que l'administration publique est apolitique. Or, le chef de l'administration publique, c'est qui? C'est le secrétaire général. Alors, lorsque le secrétaire général accepte de s'engager officiellement dans un parti politique et poser les actes, en ce moment... Est-ce qu'on n'a pas imposé aussi? C'est ça le problème. Non, non, il pose les actes. Très bien. En ce moment, il viole le loi de la République et la propre loi qu'il a reçue. Mais il n'est pas le premier, parce que c'est parti par Kabila. Kabila lui-même, le mauvais maître, et le disciple n'apprennent que de leur maître. Or, par conséquent, nous ne pouvons pas nous étonner de voir une loi être. Il pouvait agir de manière tacite. Très bien, ça veut dire merci. quoi? Ça veut dire dans le huis clos, pas de manière officielle. Quand c'est de manière officielle, cette histoire, vous voyez déjà la putréfaction qu'il y a dans le contenu. Vous voulez qu'on parle de cette fausse commune. Merci beaucoup. La fausse commune là. Il s'agit du Front commun pour le Congo. Voilà, monsieur, nous allons prendre le deuxième. Tu n'as plus la parole. Nous allons prendre le dernier virage de cette émission. Je rappelle aussi qu'Atebe Katoto, le grand frère de Moïse Katumbi, a signé la charte du FCC. Madame, monsieur, dernier virage. Nous allons quand même parler de l'activité qui a eu aujourd'hui. Joseph Kabila qui a assisté, qui a présidé d'ailleurs cette cérémonie, l'investiture des présidents, des responsables de la Cour des cassations, des juges de la Cour des cassations, de la Cour constitutionnelle, etc. Un mot par rapport à cela? D'où je me dis, pourquoi vous aimeriez qu'on puisse parler même de ce sujet-là? Je ne trouve pas l'importance, on est que dans la logique. Non, il s'agit des hautes instances judiciaires. Ce sont les hautes instances qui, les juges qui viendront poser les actes et ou entériner les processus électoraux, et vous connaissez comment ça se passe. Je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à la question de ce que Joseph Kabila, on pouvait attendre de Joseph Kabila. Et c'est ce que nous attendons, voilà ce que la nation attend. C'est que Kabila donne sa position, par exemple sur la machine à voter. Ce sont des questions qui intéressent aujourd'hui l'opinion. Quelle est déjà, n'a tranché, pas d'élection sans machine à voter. Nanga n'est pas au-dessus de la loi. Nanga n'est pas au-dessus de la loi. On organise des élections pour les compétiteurs et non pas pour soi-même. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Elle les organise pour les Congolais. Dès lors que la question de la machine à voter, dans l'opinion, ça ne passe pas, je crois que
le premier des Congolais devrait quand même émettre un point de vue. Je sais que la majorité émet toujours des points de vue. Je sais que l'opposition émet des points de vue. Mais le point de vue émis par le chef de l'État pouvait quand même rassurer et donner l'indication. Pourquoi la CENI doit s'entêter dans l'utilisation de la machine à voter? Ce sont des questions qui intéressent aujourd'hui. Pour quelle élection? Même si on est aujourd'hui, il y a une investiture de juges, comme vous voulez qu'on en parle. Ces juges-là, ils vont valider ou invalider le résultat de quelle élection? Les élections qui sont déjà contestées en avance. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que la question de la machine à voter soit définitivement traitée. Qu'on arrive à lever l'option. Il nous reste dit... mais sans machine à voter, on risque d'assister à un dilatoire, le report des élections. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est évidemment dans la stratégie de Nanga de pouvoir tirer les choses en longueur afin qu'aux dernières minutes, on nous dise non, comme nous ne sommes pas à mesure. Mais le MLC, par la bouche de Bazaïb, a dit, avec ou sans machine à voter, le MLC va déposer ses listes. Ça c'est pas un problème. Déposer ou ne pas déposer, c'est normal. Le MLC est un parti responsable qui a réfléchi. Mais moi, je suis en train de voir plutôt le résultat qui sortiront de ces machines. Déjà, quand il y a l'élément confiance, si l'élément confiance n'est pas là entre acteurs, à quoi serviraient ces élections? On organise pas les élections seulement pour les organiser. Un autre aspect, c'est que on doit arriver à auditer quand même l'audit financier de la CENI. Vous savez que ces machines coûtent énormément. Et pourtant, on nous dit à la CENI qu'il faut économiser parce que nous n'avons pas les moyens. Mais quelle contrariété? Quelle contrariété? Il faut qu'on arrive à... Et là, je soutiens Olengankoy et l'ensemble du CENSA qui attendent aujourd'hui qu'on puisse évaluer un peu le processus électoral. Et évaluer le processus électoral, c'est passer par l'audit également, l'audit financier de la Commission. Merci beaucoup, Louis-France Kouzekera, vous allez... Kouzekera, vous allez... Excusez-moi de massacrer de tout moment votre nom, vous allez chuter. Parce que vous n'êtes pas de mon coin. Vous allez terminer l'émission. Joseph Kabila, aujourd'hui, a investi les juges. Un mot? Oui, un mot, c'est que, souvenez-vous, parmi les instances dans tous les États du monde, le plus crédible, là où tout le monde s'est confie, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, sont des instances judiciaires. Or, la cour constitutionnelle étant la cour supérieure qui coiffe la constitutionnalité des choses, elle-même était tombée dans une inconstitutionnalité la plus absolue. Pourquoi, souvenez-vous, à l'époque, on a fait siéger 4 des juges au lieu de 5. Le quorum n'étant pas atteint, en violation parce qu'il y avait les intérêts de Joseph Kabila qu'il fallait protéger. Et souvenez-vous, ceux qui sont allés, le professeur Mako, écoutez leur discours. Nous ne pouvons pas siéger parce que nous avions prêté serment de veiller au respect de la Constitution, de constitutionnaliser les choses. Et à partir du moment où nous sentons qu'il y a inconstitutionnalité, nous, en tant que responsables, nous ne pouvons pas siéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la poche résiduelle de redevabilité de Joseph Kabila. Il peut en faire ce qu'il veut. Et ces juges-là, vous savez comment ils sont cooptés? Mais ils sont les membres des partis politiques. Ils siègent dans les différents bureaux et du PPD, de l'AFDC débattent. Donc c'est pour dire que il ne faut rien attendre. Il y a quand même des opposants. Il y a Vundoawe. Oui, Vundoawe, oui, mais Vundoawe, lui, il a suivi par moment le dictat parce que quand il a quitté, on lui dit, monsieur, attention, dès que tu prends ce chemin, tu en connais la suite. Mais là où je voulais parler de la machine à voter parce que ça m'étiquait. Terminé par là, on nous signale qu'on a par là. D'où Jésus Bélédou, pourquoi on ne veut pas la machine à voter? Parce que mon frère l'a dit en face que la machine à voter était en train de refuser. Mais moi, je vais donner la raison. La première raison la plus idéaliste, c'est quoi? C'est le manque de fondement juridique. Il n'y a pas une loi qui réglemente la machine à voter. Quand vous lisez la loi électorale, quand vous lisez la Constitution, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, vous ne verrez pas une seule disposition là où on a fait allusion à la machine à voter. Très bien. Or, une institution indépendante ne peut pas vivre des improvisations. C'est une improvisation des individus. Et quand on dit à Nanga, monsieur, le cours des élections, c'est pas un impératif. Qui vous dit qu'il n'y a pas d'argent? Parce que le gouvernement ne s'est pas déclaré par manque de moyens. Merci beaucoup. Donc, la machine à voter, parce qu'on ne sait pas là où sera le serveur central. Le serveur central peut être au siège du PPD. c'est facilement... ça peut être au siège du PPD, mais dites-moi, si mon frère, si c'est mon grand frère Gabriel Chabani Record, lui qu'on ne veut déjà pas, qui voudra déposer la candidature,
Alors, qu'est-ce que Chadar dira de lui? Oh, mais c'est un homme à battre. On le tuera et sa candidature sera élaguée. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous voulons des élections dans le devise, le trois devises le plus absolu, la transparence, la crédibilité et merci beaucoup, Louis-France. Si même on dans la machine à voter, il en sait la suite. L'émission est terminée. Il connaît Abé Malouman. Et là, c'est dommage pour nos confrères qui nous ont quittés pour prendre la voie politique. Nos vrais sont de candidats, tout ça, je ne vois pas. Il y a Serge Kab, je donne bonne chance, mais tous ces journalistes militants ou combattants se retrouvent que leur nom c'est il y a Serge Kab, il y a Louis-France qui sera candidat. Madame, monsieur, l'émission. Jésus dépose conformément sa candidature et je sais ce que la population dit de dépose la candidature. Merci. Madame, monsieur, l'émission est terminée. Je recevais pour vous Louis-France Kouzikessa. Je vais massacrer ton nom jusqu'à la fin de l'émission. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et ça sera toujours un plaisir de te revoir très prochainement. Merci également à Marcelin Chiswaka. Merci à vous pour vos très belles analyses. Merci aussi à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout sur YouTube également, sur Internet. Merci de votre fidélité et confiance. On se retrouve. Suivez l'émission demain, jeudi, à partir des 11h. Et puis, la semaine prochaine, avec le même plaisir, j'annonce déjà que lundi prochain, vous suivrez désormais 11h, Web Presse, mardi et lundi, mercredi et vendredi à 11h. Et puis, il y aura des rediffusions qui vous seront annoncées. Madame, monsieur, merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique, Alain Bolikango et à Freddy Kipimo. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir, c'est ça. Je crois que c'est mon œuvre. 3 diffusions la semaine. Je crois qu'il faut